Est-ce qu'on assiste à la fin d'un monde? Bien sûr qu'on assiste à la fin d'un monde. On assiste à la fin d'un monde qui était celui de la mono-industrie, qui était celui du charbon roi, et donc du mineur roi. C'était un monde en même temps dur, mais fort et bien structuré. Chacun était bien à l'aise, en quelque sorte. Et ce monde est terminé. Aujourd'hui, on est dans l'incertitude économique, alors qu'on vivait dans la certitude économique. Forbach en 2000. Les paysages ici sont encore marqués par le charbon, par l'histoire de la mine, mais la mine, depuis plus de 20 ans, n'en finit pas de mourir. Et les hommes qui l'ont faite, un jour ou l'autre, d'une manière ou d'une autre, doivent partir, se reconvertir, car les puits fermeront tous en 2005. Depuis que je marche, c'est-à-dire à l'âge de 2-3 ans, je rêvais et j'aimais que tout ce qui allait vite et qui faisait du bruit. Et depuis ce temps, c'est une grande passion. Après mon épouse, naturellement. C'est la seule passion que j'ai. La passion, c'est ce qui a amené Robert Stutzman à opérer un changement spectaculaire dans sa vie professionnelle. Aujourd'hui, il possède une entreprise de Porsche en Allemagne et il est un patron envié. Mais n'allons pas trop vite. Robert est avant tout un enfant de Forbach. Et comme son père et son frère, il a commencé sa vie comme mineur. Je suis rentré à l'âge de 17 ans à la mine pour faire mécanicien au fond de la mine sur des machines d'abattage. Mon père me disait, comme beaucoup d'autres pères disaient à leur fils, va à la mine, tu as tes garanties d'emploi, au moins tu es sûr que tu recevras ta paye tous les fins de mois. Well, you sneaked off in my kitchen, eat up all my bread. J'ai quitté la mine en 94. À partir des années 85, on commençait déjà à sentir, on nous disait il faut quitter les houillères, il n'y a plus d'avenir. Et au fur et à mesure que les années se sont écoulées, suite aux réductions de personnel, aux pressions qu'on nous faisait, donc il était clair pour moi que je ne pouvais plus continuer à travailler dans une entreprise qui était en perdition et qui était vouée à la fermeture. Il y a eu une période assez difficile, qui était la période dans laquelle on disait aux mineurs vous partez avec un petit capital, on va vous aider à créer des entreprises, et chacun s'imaginait en fait, n'ayant jamais vécu dans le monde de l'entreprise réelle, pensait que c'était relativement simple. Et avait tendance à s'imaginer qu'il suffisait d'investir pour fonctionner. En fait, il n'y avait pas de formation à l'entreprise. Et c'était un problème, d'ailleurs. Alors, il y a eu beaucoup de désillusions, mais il y a aussi eu quelques belles réussites. Robert compte parmi ses réussites. Il a touché 250 000 francs de la mine et s'est jeté à l'eau. Petit à petit, à force de travail, il est devenu un autre homme. Aujourd'hui, la passion de son enfance est intacte et il en a même fait sa vie. Il a ouvert des bureaux à Forbach, s'est associé avec 2 hommes d'affaires allemands, et pour lui, la mutation est bien sûr totale. Je ne pensais pas que lorsqu'on crée une entreprise, qu'on est chef d'entreprise, ça peut paraître un peu drôle. J'étais simplement sur le fait de quitter la mine pour faire autre chose et faire avancer les affaires, mais je ne me prenais pas pour un chef d'entreprise, chose que j'ai appris aujourd'hui. Voilà, terminé. Et vous avez un cabriolet. Voilà. Avec 320 chevaux. C'est pas ça la vie? Chef d'entreprise aujourd'hui, je suis toujours pas encore à 100%, parce que faire tous les 20 tiers du mois sa fiche d'impôt, de TVA, pardon, et puis prendre rendez-vous avec les banquiers et j'en passe, et puis faire des courriers pour les caisses de retraite et pour les caisses... pour payer les fournisseurs, tout ça, c'est encore pas inné, mais c'est une chose qu'il faut apprendre. Et si vous voulez, vous pouvez vous mettre dedans pour faire un essai. Si vous voulez, les qualités de mineur sont
travailleur, dur à la tâche, constant. Ces qualités me servent tous les jours. Les futurs clients qui viennent me voir, beaucoup savent la carrière que j'ai faite et ça m'a beaucoup servi. Depuis 6 ans, j'ai eu des périodes de doute. Est-ce que j'aurais pas dû mieux rester à la mine et d'être aujourd'hui, à l'âge que j'ai, en retraite anticipée, de toucher 80% de mon salaire et de regarder la télé le matin jusqu'au soir. Mais bon, je me reprends tout de suite et je me dis, c'est pas mon style. Donc je me bats tous les jours. Même s'il a changé de vie, Robert garde un souvenir brûlant de la mine. À Forbach, les drames ponctuent parfois la vie des hommes et marquent les mémoires à jamais. Des moments très durs, il y en a eu pour moi, par exemple, à la catastrophe du puits Simon, le 25 février 1985, où il y a eu une explosion suite à un coup de grisou au fond. Nous étions tous encore au fond. Et puis on avait compris qu'il y a eu quelque chose de grave à un étage inférieur. Je vous dis un dernier, le chaos. Il y a eu 22 morts, un nombre incalculable de blessés. Sur les 22, j'avais à peu près 10 personnes que je fréquentais assez souvent. Ce sont des gars qui avaient mon âge, qui auraient aujourd'hui mon âge, et que je connaissais bien. Encore aujourd'hui, j'y pense, ça fait toujours mal d'y penser. Du courage, les Lorrains n'en ont jamais manqué. Cette terre noire, lourde, hostile, a forgé des caractères d'exception. Il faut sans doute être soi-même descendu au fond pour saisir toute l'âpreté du métier de mineur. Dans les années 50, jusqu'à 45 000 ouvriers extrayaient le charbon à la pioche et au marteau-piqueur dans des températures avoisinant parfois les 40 degrés. Le danger était constant. Les coups de grisou et la silicose emportaient souvent les hommes. Mais la France d'alors s'éclairait charbon, se chauffait charbon et devait motiver ses gueules noires. La mine était une organisation qui englobait toute la vie d'une personne. On ne savait pas le coût ni du loyer, ni de la santé, même l'énergie, on avait le charbon gratuitement. Ça donne une mentalité, je dirais, de personnes d'abord très conscientes du travail bien fait, mais en même temps très assistées. Peu à peu pourtant, le charbon est chassé par d'autres énergies comme le nucléaire. Les plans de relance se multiplient mais rien n'y fait. En 1994, l'État décide de l'arrêt définitif de l'extraction du charbon. Ce sera 2005. Depuis, dans le bassin, les puits ferment les uns après les autres et le cœur n'y est plus. Un pacte, le pacte charbonnier, permet désormais à tous les mineurs avec 25 ans d'ancienneté de partir en pré-retraite dès l'âge de 45 ans en touchant 80% de leur salaire et beaucoup choisissent aujourd'hui cette voie. Pourtant, il reste encore 7000 irréductibles qui vivent les dernières années de leur métier et qui, comme Raphaël Galussi, expriment une immense nostalgie de le voir mourir. Moi, je me dis toujours, on est les derniers qui nous avons pris le dernier wagon, quoi. C'est nous qui allons ramener l'entreprise à la fin. À nous de veiller que tout se passera bien, qu'on puisse aller jusqu'en 2005 et puis faire honneur à ce métier qui était avant tout un métier noble. À 42 ans, Raphaël a déjà 20 ans de fond. Tous les jours, il prend son poste dans l'un des derniers puits de la région, à Merlebach, où se côtoie le plus poussé des modernismes et la plus immuable des traditions. De simple ouvrier, Raphaël est aujourd'hui devenu porion, autrement dit contremaître. Il dirige une équipe de 30 personnes. Arrête-toi la caméra là, là ça va pas ça, c'est pas bien ça. Là, la géocaïde, les petits Italiens. C'est vrai que je suis fier de gérer une équipe comme ça. C'est pas facile, il faut être à l'écoute. Chaque personne est un cas. Et moi, ma fierté, c'est en fin de poste, quand je remonte, pas de blessés, et que j'ai réussi à faire 2000 tonnes de charbon. Pour moi, c'est le must. À la mine d'hier, c'était beaucoup plus manuel, hein. Maintenant, on a de plus en plus mécanisé. Les gens ont de moins en moins de travaux à faire à la main.
Il y a des engins de levage un petit peu partout et on évite aux gens le travail physique. Actuellement, on a une Electra 2000 là, qui fonctionne bien, qui est très fiable. Une machine comme ça, elle est capable d'abattre beaucoup plus de charbon avec moins d'hommes qu'avant. Et puis, elle rend le travail beaucoup plus facile aussi. Cet effort de modernisation, au début des années 90, a été exceptionnel et en particulier, tout l'équipement des machines d'abattage a été converti sur la machine la plus moderne et la plus puissante qui existait à l'époque, qui est l'Electra 2000. À quoi ça sert puisque ça ferme? À quoi ça sert? Il y a deux aspects à cette modernisation. Un aspect général de sécurité à travers la maintenance et surtout à travers le comportement du chantier. Pour vous montrer pour la manipulation, pour que vous voyez comment ça fonctionne. Les derniers mineurs doivent s'adapter sur tous les fronts. La fermeture des puits exige désormais la mobilité et les nouvelles technologies, quant à elles, demandent des adaptations constantes. Je pense que vraiment le mot formation, c'est le maître mot actuellement de l'entreprise. On ne lésine pas sur la formation. Chaque fois qu'il y a quelque chose de neuf, soit sur une machine, soit sur autre chose, on envoie les gens en formation. Et pour nous, c'est vraiment un plus. Il faut savoir se remettre en cause. Il faut savoir, quand on y va, ce n'est pas pour passer 8 heures à regarder le prof là devant, vous raconter quelque chose. Quand on revient, il faut savoir l'utiliser aussi. C'est un savoir-faire qui va se perdre. Il n'y aura plus de mineurs. Nous, on est les derniers. Il n'y aura plus de fils de mineurs. C'est fini. Tout ce qu'on a mis, toute cette technique et cette technologie qu'on a mis en place, du moins en France, je pense qu'elle va plus servir. Peut-être qu'on va la vendre aux étrangers, ils pourront en bénéficier, mais chez nous, c'est fini. Alors, quelle vie après la mine? Quel avenir? Aidés par les houillères du bassin de Lorraine, un certain nombre de mineurs se sont reconvertis, parfois loin de chez eux. Les pouvoirs publics tentent, eux, de mettre en place des pôles industriels nouveaux. Le travail change et coûte que coûte, les mentalités doivent suivre. La plus grande difficulté pour nos habitants, c'est de passer très vite d'un cocon à une économie très ouverte. Ça demande d'accepter d'être secoué dans ses habitudes, d'accepter de regarder un monde différent, nouveau, un peu hostile de temps en temps. En un mot, il faut accepter d'être bousculé. Nous sommes un peu guéris de la mono-industrie. Nous ne cherchons pas de très grosses entreprises qui créent des milliers d'emplois. Nous préférons un grand nombre de PME entre 10 et 300, 400 emplois. Ici même, nous avons actuellement 22 entreprises qui se sont implantées. Nous avons à peu près 1200 emplois qui se sont créés ici. Nous avons beaucoup d'entreprises allemandes parce que nous sommes très proches de la frontière, nous sommes au cœur de l'Europe ici, et nous avons une population bilingue, donc c'est un atout évidemment pour les implantations allemandes. Et c'est d'ailleurs une entreprise allemande, Mercedes, qui a donné il y a 2 ans un vrai coup de fouet à l'économie locale. 1800 personnes y ont été embauchées. Cette usine tranche avec tout ce que l'on a connu dans le bassin. Son concept est unique et l'on vient de loin pour l'étudier. Ici, en effet, les voitures sont fabriquées de A à Z grâce à tout un jeu de sous-traitants installés autour de l'atelier d'assemblage final. Et c'est la grande fierté du pays d'avoir su séduire ses investisseurs. Le projet SMART, à l'origine, a été très courtisé puisque 70 sites étaient en compétition. Ça allait depuis le Portugal, l'Espagne, l'Italie, en passant par la France, l'Irlande, la Grande-Bretagne. L'implantation en Lorraine était, je dirais, favorable au projet SMART pour de multiples raisons. Les principales, une très bonne infrastructure, un bassin d'emploi avec de la main-d'œuvre qualifiée et jeune, et surtout, je dirais, un accueil très très positif de la part de la population et des responsables locaux. Nous avons travaillé étroitement avec la cellule reconversion des houillères du bassin de Lorraine. Cela s'est traduit par une quinzaine de reclassements directs de mineurs qui ont donc pu accéder à un emploi sur Smartville. Mais bien plus, 40% de nos salariés viennent du bassin houiller et sont donc des enfants, des fils et des filles de mineurs employés par les HBL. Mon père est mineur, nous sommes une famille de 13 enfants, 5 garçons, 8 filles. Sur les 5 garçons, je crois qu'ils sont tous passés à la mine. Mais ils ne sont pas restés, il n'y en a que 2 qui sont restés. Mon mari est mineur, mon beau-père est mineur. Zaya travaille à la Smart depuis 2 ans au montage des voitures. Elle n'a pas voulu connaître le destin le plus courant des femmes de mineurs d'autrefois, celui de rester à la maison. Je
pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de femmes qui veulent rester à la maison. Beaucoup de femmes travaillent. Et puis, on avait des désirs, des envies, et pour ça, il fallait qu'on travaille à deux. En tant qu'opératrice polyvalente, je gagne 7 400 francs bruts. Ça vous paraît bien? En tant que deuxième salaire, oui. Avant de travailler à la Smart, je travaillais dans une petite entreprise. On faisait des canapés, des fauteuils à Forbach. La boîte, elle a fermé. On s'est retrouvés au chômage. Au bout de 22 ans de travail, je peux vous dire que c'était dur. Je ne savais pas faire de lettre de motivation. Je n'ai jamais eu d'entretien. C'était dur pour moi. Depuis, l'opératrice a découvert un autre univers, une usine efficace dont le but est de produire vite et qui traque donc la moindre contrariété chez ses travailleurs. Supposons, si vous avez une position qui est assez pénible sur la station où vous travaillez, eh bien, ils vont calculer, ils vont chercher de façon à ce que pour vous améliorer la vie ici au travail. Oui, je trouve que d'avoir un patron allemand, ça change. Tout change d'ailleurs. Ils sont portés sur la propreté, j'ai jamais vu ça. Comme des plantes dans l'aile, moi j'ai jamais vu ça. Partout où j'ai travaillé, j'ai jamais eu une plante verte à côté de moi. Ça s'est jamais vu. Je sais pas, il y a constamment des femmes de ménage qui nettoient là, tout le temps. Smartville, c'est une ville idyllique? Je sais pas si c'est vraiment le terme à employer, mais enfin, moi j'y suis bien. Le chômage récurrent de Forbach et les offres alléchantes de l'étranger incitent de plus en plus de jeunes à partir. Plus de 60 000 Lorrains se déplacent ainsi chaque jour. On les appelle les transfrontaliers. Jean-Philippe Decaux est l'un d'eux. Fils de mineur, il vit aujourd'hui entre la France où il habite et le Luxembourg où il travaille comme technico-commercial. Il vend des machines-outils à travers tout le pays et il ne regrette rien. Je me suis battu pour ne pas être mineur, c'était pour moi un ultimatum. Je suis aujourd'hui fier d'avoir en quelque sorte réussi à me sortir des griffes de l'inertie qui consistait à être tout simplement mineur de père en fils, quoi. Après avoir fait mon bac donc sur Forbach, j'ai fait un cursus universitaire en droit sur Metz. Après quoi, je suis allé sur Luxembourg pour faire une école de commerce et de gestion. Et voyant quasiment un plein emploi au Luxembourg, le pays me plaisant particulièrement bien, je me suis dit qu'ici, il y avait encore un avenir certain. Deuxièmement, il y a un aspect pécunier à proprement dit qui est très très intéressant, en ce sens que vous avez un impôt à la source, qui plus est, qui est très faible. Et enfin, vous avez une base de salaire qui est nettement plus élevée que dans nos contrées. On passe du simple au triple, oui. J'ai affaire tous les jours à des interlocuteurs étrangers, essentiellement des Allemands, bien sûr des Luxembourgeois, des Français. Cette cohabitation, je dois dire, me plaît beaucoup. Après tout, on est à l'heure de l'Europe. À Forbach, j'aurais pu difficilement, effectivement, trouver ce genre de travail, puisque c'est essentiellement l'Allemagne et la France, alors qu'ici, c'est un pays limitrophe avec la Belgique, avec l'Allemagne, avec la France. Vous avez aussi des Anglais qui viennent travailler ici, donc c'est beaucoup plus ouvert. Que j'aille dans le monde ou en Europe, je serai toujours issu du bassin minier, je serai toujours un mineur à proprement dit dans l'âme, puisque pour moi c'est la base même de ce que je suis, de toutes les valeurs que je peux apporter à travers ma vie de tous les jours, à travers mon métier. Et j'ai un honneur, oui, que d'être issu de ce bassin, de cette dureté aussi. Je reviens régulièrement à Forbach, c'est-à-dire au moins une fois par semaine. Retourner chez moi, c'est regoûter à quelque chose qui m'est essentiel et que je ne retrouve pas forcément actuellement au Luxembourg. Cette ambiance, cette atmosphère, ce patois. Voilà, moi je me retrouve tous les vendredis soirs. Donc à 19h15, c'est mon habitude pour retrouver mes copains, notamment Gilbert, que je connais depuis l'âge de 12 ans. J'étais beaucoup plus fort que lui à une époque, mais aujourd'hui, malheureusement, il est plus fort que moi. Les temps changent. Ouais, et puis lui, c'est quelqu'un qui a connu la mine.
Et il a connu la mine pendant 4-5 ans. Et lui aussi s'est reconverti en quelque sorte. Et bon, c'est toute cette ambiance, toute cette mutation, tous ces potes que je retrouve le vendredi. Et ça me fait vraiment hyper plaisir. Et les 120 km que je fais, c'est vraiment rien, quoi. Au contraire, je roule très vite et ça me fait plaisir, quoi. Voilà. La danse, pour moi, c'est toute ma vie déjà. J'ai commencé très jeune. Enfin, ça fera toujours partie de moi, j'espère. Pourquoi pas jusqu'à la mort. C'est quelque chose qu'on retranscrit avec son âme, quoi. Enfin, avec son corps, avec son envie, avec sa haine, son amour. Et c'est pour moi quelque chose dont je pourrais pas me passer. Didier a 26 ans. Son grand-père était mineur, mais lui fait partie de toute une génération qui n'a jamais connu la mine et qui ne la connaîtra jamais. Une génération qui doit aujourd'hui inventer sa vie et se doter d'une bonne dose de courage pour trouver un véritable travail. J'ai voulu faire une école de dessinateur publicitaire. Bon, la vie a choisi un peu autrement, c'est un hasard. J'ai fini par intégrer une école de coiffure, chose que j'aimais absolument pas. Je suis tombé malade assez gravement et j'ai dû arrêter. Et à partir de là, la vie a vraiment pas été facile du tout, quoi. J'ai connu 3 ans de chômage. Durant mes 3 années de chômage, j'ai fait effectivement plusieurs métiers dans la sidérurgie, la fonderie. J'étais monteur voltigeur, j'étais serrurier. Enfin, quand je dis j'ai jamais été très efficace, mais j'ai fait tout ce que j'ai pu pour gagner ma vie. Je commençais vraiment à paniquer parce que j'ai envie de me former, enfin. Et à ce moment-là, la vie m'a offert un métier que j'espérais pas, quoi. C'est un emploi jeune dans le milieu de la culture. Mon emploi jeune au carreau, la scène nationale Moselle Est à Forbach, et de coller des affiches pour communiquer sur les spectacles, de distribuer des tracts, etc. C'est aussi de participer au montage des décors, enfin de participer un peu à la vie de plateau. Je crois que je me sers de la culture de la région, inconsciemment sans doute, mais je m'en sers parce que j'y ai été baigné. Et par-dessus ça, je me sers aussi de mon passé et de mon trajet au niveau travail, par rapport au métier que j'ai pu faire, parce que là, ça colle complètement au thème du spectacle dont on va présenter au carreau, qui est Usine, donc qui va parler de toute la culture industrielle de la région, c'est-à-dire d'abord aussi la mine, mais il y a la sidérurgie, il y a la plasturgie, il y a le verre. Il faudra penser à scotcher tous les bouchons de bouteilles. Hein. Et votre lancée de bouteille, elle n'a jamais été aussi bordélique. Hein. Je crois que la danse contemporaine est quelque chose qui, par son émotion, si elle est réelle et intense et profonde, peut donner une reconnaissance, je crois, à ces gens-là. On m'interroge souvent sur la raison qui a fait que nous menions ici une politique culturelle très offensive, très large et très riche. Aujourd'hui, pour réussir le saut dans le XXIe siècle, un saut radicalement nouveau, il faut être très créatif. Et la créativité, elle n'est stimulée, à notre sens, qu'à travers l'expérience artistique et culturelle. Alors, qu'est-ce que vous pensez de sa tenue de mineur? Bien, on est très bien. C'est comme ça que vous étiez habillé? Oui, et même au slip on était. Tout faisait trop chaud. Et qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que vous ressentez à voir votre petit-fils danser? Ben, moi, je suis content, très content. C'est quand même mieux que d'être un mineur. Mais quand il danse, est-ce que vous ressentez l'univers de la mine ou pas du tout? Ça vous rappelle des choses? Non, ben, ça ne me rappelle rien, moi. C'était différent. Ouais. C'est la fin d'un monde. Voir comment on a travaillé pour pouvoir arriver à joindre les deux bouts et voir comment on nous a fait travailler. Et puis maintenant, on ferme les mines. Alors là, ça fait mal parce que les jeunes, ils n'ont plus de travail, il n'y a plus rien. Où est-ce que vous mettez tout ce monde?
On a fait venir 27 nations, là. Bon, les enfants, ils n'ont plus de travail maintenant. Alors, on s'étonne que s'ils se révoltent. C'est un peu normal. Ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas d'argent. Ces jeunes, ils veulent aussi travailler. Mon avenir, pour l'instant, il est encore entre des guillemets avec des pointillés en dessous. J'ai commencé mon emploi jeune il y a 1 an et demi. Donc là, il reste encore 3 ans et demi. Et j'espère d'ici peu en fait, me mettre à une formation. Ce qui veut dire pour moi, c'est mon plus grand souhait, que si on ne puisse pas me garder pour des raisons qui sont, à mon avis, souvent économiques, j'espère avoir fait une formation suffisamment solide pour pouvoir rebondir sur un autre théâtre. Et danser. Et danser aussi toujours.